Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue en direct pour ce live de la Foire du Livre. Je reçois aujourd'hui deux auteurs qui signent l'album La Fée Assassine aux éditions du Lombard. Alors à ma droite, il y a un auteur qu'on a déjà reçu plusieurs fois d'ailleurs à la Foire du Livre, notamment une année pour 13 Mysteries si je ne m'abuse. Oui, c'est possible. Le temps passe tellement vite. Le temps passe effectivement tellement vite. On le connaît principalement pour sa série Niklos Koda aux éditions du Lombard et il a remporté le prix Diagonale en 2012 pour La Couleur de l'Enfer. C'est Olivier Grenson. Bonjour Olivier. Bonjour. Ravi du coup de vous retrouver. Moi de même. Et alors avec nous aujourd'hui, nous avons donc sa compagne Sylvie Roge qui, après un parcours de plus de 25 ans dans le domaine médical et dans l'accompagnement de patients, a fait le grand saut, a décidé de se lancer pleinement dans l'écriture. Et donc La Fée Assassine est votre premier roman, première histoire, premier ouvrage que vous signez donc avec Olivier Grenson aux éditions du Lombard. Bonjour Sylvie Roge. Bonjour. Ravi du coup de vous recevoir. Merci à vous. C'est une première à la Foire du Livre aussi du coup j'imagine. Pour moi c'est tout à fait nouveau, oui. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de foires du livre en me baladant dans les livres et en ayant la joie de rencontrer beaucoup de gens, et là c'est tout à fait différent. Alors on a la chance de faire autrement maintenant, de vous rencontrer vous. Je vous remercie. Du coup je suis ravi vraiment de vous recevoir tous les deux. Alors c'est un secret pour personne, mais je pense que vous êtes ensemble, que vous êtes en couple. Exact, on ne l'a pas caché. On ne l'a pas caché, Depuis très plus de bien. 30 ans. Donc c'est même pas pour des raisons marketing ou budget ou de c'est distribution, pas... c'est vraiment quelque chose. Ouais, non. On s'est pas mis ensemble juste pour le scoop. C'est pas un coup de pub. D'accord, très bien. Du coup, la première question que je vais vous poser, c'est une question qu'on a certainement déjà dû vous poser souvent, mais comment s'est passée cette collaboration entre vous, ou du moins, comment a débuté cette envie de collaborer ensemble? Je sais pas qui veut répondre en premier. C'était pas prédestiné en fait, on n'avait pas décidé ça comme ça. Moi j'écrivais dans mon coin, je travaillais et je faisais ça par passion, par envie d'écrire tout simplement. Et j'ai commencé à élaborer cette histoire, puis je lui ai montré. Il m'a dit oui, c'est une bonne histoire, mais si tu la découpes pas, tu n'iras nulle part. Je dis oui, mais découper c'est encore un autre métier, ça n'a rien à voir. Oui, écoute, fais ça et puis on verra. Donc il m'a laissé dans mon petit coin et moi j'ai commencé à me dire je vais découper mon histoire. Et puis finalement, il a commencé à regarder ça de plus près. Et puis on est parti en vacances. Il adore dessiner en vacances. Et donc il s'y est mis. Et il a plus su s'arrêter. Il m'a dit, écoute, franchement, waouh, j'aime vraiment bien, on va le faire, quoi. Et donc c'était pas prédestiné. On n'avait pas décidé à la base que ce serait mon dessinateur. C'est pas parce qu'on vivait ensemble que c'était une évidence, quoi. Mais alors, c'était pensé au départ comme étant un roman ou bien déjà directement une bande dessinée? J'étais partie un petit peu sur un roman et puis je me suis dit mais c'est tellement intéressant graphiquement avec ces jumelles de pouvoir faire quelque chose de cet effet miroir, ça me plaisait beaucoup et donc c'est pour ça que je me suis dit finalement ce serait pas mal une BD et voilà. Après j'avais tous mes dialogues aussi donc ça correspondait bien à une BD. Ok, du coup on va vite en parler donc du pitch de La Fée Assassine. Donc c'est l'histoire de Fanny qui le soir de Noël reçoit sa sœur jumelle et sa mère à la maison et un peu plus tard dans la soirée, alors que tout avait bien commencé a priori, on la retrouve en garde à vue à l'hôpital. C'est son compagnon Thibaut, si je ne m'abuse, qui vient en prison, pardon. Peut-être qu'elle a mis certaines personnes à l'hôpital, ça on ne le sait pas. Thibaut était à l'hôpital et il a été appelé parce que Fanny était en garde à vue. Et donc Thibaut est vraiment sous le choc de découvrir Fanny en garde à vue. Il y a une image d'ailleurs très belle où on la voit avec le visage en partie ensanglanté. C'est très très fort dès le début de l'album. Il est d'autant plus surpris que Fanny est une personne qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus réservée, beaucoup plus timide. Et donc de là, à l'aide de flashbacks, on va reconstruire un peu tout le passé, toute l'histoire de Fanny. Olivier, qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans cette histoire Tout m'a séduit. Surtout la personne qui a écrit cette histoire. Évidemment. Non, mais je veux dire, ce qui était intéressant dès le départ, c'était l'idée que toute l'histoire allait être basée sur les circonstances atténuantes. Et donc, très vite, le point de vue de l'histoire, c'est la rencontre entre Fanny et l'avocat. Et l'avocat lui demande justement, dites-moi tout ce qui s'est passé. Et croyez-vous qu'il y a des circonstances atténuantes pour ce geste qui a été commis? Et elle dit oui, je crois. Et donc toute l'histoire repose sur le passé, sur ces flashbacks. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver Fanny quand elle est toute petite, même à un certain moment, même à la naissance. Ouais. Donc il y a vraiment un travelling comme ça sur une tranche de vie qui est assez bien rythmé. Et moi j'aime bien aussi voir dans une bande dessinée, dessiner des personnages qui vieillissent, qui changent, qui bougent, et de voir comment leur psychologie aussi va changer avec le dessin.
Oui, c'est vrai ou qu'on comment le dessin va changer avec leur psychologie. tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on voit le personnage de Fanny, de sa sœur, sa mère sur différentes époques, et c'est toujours aussi très intéressant de les voir, comme vous dites, évoluer. C'est intéressant, je reviens sur quelque chose que vous avez dit, c'est que Fanny ne se rend pas compte tout de suite qu'il y a des circonstances atténuantes qui l'ont peut-être amenée à faire ce geste. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a été qui était prémédité au fond d'elle? On va pas trop en dévoiler, mais on sait qu'il y a eu un incident qui implique peut-être la vie d'une personne. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'elle avait déjà en elle dès le début de l'histoire? Quelque chose qu'elle pouvait potentiellement faire? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez imaginé, le personnage? Ou bien Non. ça s'est imposé à vous au fur et à mesure? Non, moi je pense pas. Je pense que vraiment c'est une accumulation. C'est comme on dit, la goutte fait déborder le vase. Et quand c'est un trop plein, et même des choses très amphies psychologiquement, souvent on s'en rend pas compte. Ça peut se passer dans l'enfance et on enfuit ça quelque part au fond de soi. Et puis tout à coup, à l'âge adulte, pour un déclic qui vient se faire, tout ça ressurgit et ça devient, on voit rouge, comme on dit. On ne sait plus très bien où on en est. Et là, je pense qu'elle est poussée à cet extrême, mais jamais un instant elle n'aurait cru arriver à ça. Enfin, pour moi qui l'ai Oui. écrite. Non, bien sûr. Mais est-ce que du coup, le personnage de Fanny vous a surpris au moment de l'écrire, au moment de la dessiner, Fanny et sa sœur Tania, donc, est-ce que c'est des personnages qui, à un moment, vous ont réservé des surprises, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout, mais qui se sont finalement un peu apposées à vous dans la manière de les écrire, de les dessiner? Oui, parce que moi j'ai travaillé ça un peu comme un puzzle. Ouais. Donc fatalement, je prenais, je le mettais en place, et puis au bout d'un moment, je me disais, je n'y arrive plus vraiment, je le remettais au tiroir. Comme j'avais pas de deadline, j'avais pas d'éditeur, pas de dessinateur, j'avais tout mon temps. Et donc, effectivement, j'ai vu évoluer mes personnages au fil du temps, comme ça, puis je les reprenais, je faisais un crescendo de plus en plus fort. Et donc, oui, à un moment, je me suis même étonnée de là où je les menais. Même à la relecture. Même à la relecture, avec les j'en avais dessins. encore des frissons à certains moments en me disant, Ah ouais. oula. Ah oui, parce que j'imagine que le fait après de voir le texte que vous avez écrit dessiné, ça doit lui donner une dimension, Ah ouais, dimension ouais. tout autre. Moi, je travaille aussi de façon chronologique. Ouais. Je travaille sur les premières pages et j'avance dans l'histoire. Et donc, je sais vers où je vais, mais je ne sais pas nécessairement exactement comment je vais faire jouer les personnages. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est sur cette évolution. Et comme dit Sylvie, le côté crescendo, on voulait vraiment, comme on en a beaucoup parlé, on voulait vraiment comme une symphonie qui monte jusqu'à un moment de point d'orgue. Et donc, c'est vrai que il y a des moments où je me dis, je vais vers ça. Je ne sais pas encore comment je vais la faire jouer, comment je vais cadrer le personnage et comment je vais révéler les moments forts. Et donc on se laisse les surprises vraiment naître petit à petit. Ça, c'est le plaisir aussi de travailler sur une bande dessinée Évidemment. en solo comme ça, enfin en tout cas en duo et d'être seul avec ses personnages. Au contraire d'un film où il y a toute une équipe, où on dépend un peu du jeu des acteurs, etc. Là, on maîtrise tout, quoi. Et justement, les personnages, on y revient, parce que c'est vrai qu'il y a un parti pris graphique qui est assez intéressant dans l'album, c'est la prédominance de la couleur rouge, qu'on voit beaucoup, qu'on voit à des moments C'était clés. une idée de Sylvie dès le départ. Ah oui. Elle y tenait, elle Ouais, le je voulait. voulais ce fil rouge, justement, qui vient s'inscrire tout le temps au paroxysme d'où on le mène, quoi. Parce que bon, on commence gentiment par des ballons Ouais. ou des petites robes, des petites vestes, et puis ça monte jusqu'à la fin, quoi. Bah oui, donc c'était vraiment important du coup pour vous de mettre cette couleur en avant qui... Qui devait être une dominante, quoi. Comme les chapitres, elle avait décidé de réaliser en effet d'une façon symbolique. Après, le lecteur le voit ou le voit pas, peu importe, mais il y a 9 chapitres, comme le moment d'une maternité. Et chaque chapitre, c'était un petit close-up gris avec juste une tache de rouge. Et donc, l'élément qu'on choisissait était aussi en fonction du rouge. Et c'est vrai qu'il y a des moments d'éléments rouges dans l'album qui sont peut-être plus futiles, mais qui ont finalement toujours un rapport avec l'évolution du personnage dans son contexte à ce moment-là de la vie et qui a toujours une connexion avec les intentions de Sylvie. Et justement, parce que j'y pensais en relisant l'album encore tout à l'heure, je me suis par exemple rendu compte qu'il y a un personnage dont on reparlera évidemment un peu plus tard, mais qui est la mère, qui est un personnage vraiment très très fort et qui est d'une certaine façon un peu l'antagoniste de l'histoire. Je pense que je ne dévoile rien en disant ça, mais qui elle aussi a parfois une espèce de resurgence du rouge, notamment sur ses doigts à différents moments de l'album. Alors, comment est-ce que vous l'avez justement imaginé, cette mère, cette maman voilà, un peu particulière? Comment on l'imagine?
c'est difficile à dire. Elle s'est imposée à moi, en fait. Elle est venue. Il me fallait, en fait, une relation mère-enfant qui soit compliquée. J'avais envie d'expliquer justement ça. Donc, j'ai travaillé pendant des années en pédiatrie, en gynécologie. C'était aussi pour ça que j'avais envie de mener ce scénario. Et voilà, la complexité, en fait, c'est la complexité des relations qui m'intéressait. Donc, fatalement, je ne pouvais pas faire une maman super adorable, gentille et tout. Ça n'aurait pas fait du tout la même histoire, hein. Donc, il me fallait quelqu'un avec un caractère particulier, quoi. Mais alors, Moi, ce qui a été étonnant, c'est que quand j'ai fait le découpage au départ, mais sans savoir que j'allais réaliser l'album, je n'avais pas encore décidé. D'ailleurs, j'étais sur le 13 Mystery encore à ce moment-là. Et j'avais fait le découpage pour qu'elle voit un peu voilà, comment son texte allait être rendu en dessin, page par page. Et donc, il y a quelque chose d'instinctif, intuitif, comme ça, au moment où on dessine des personnages, par rapport au dialogue, par rapport à la complexité de la relation qui va s'installer. Et la mère, le premier coup de crayon, enfin, moi, je pensais pas que ça allait être directement ça, parce que j'ai l'habitude de faire une tonne de croquis, de chercher le casting, etc. Et le premier coup de crayon, quand elle a vu Cécilia sur le papier, elle a dit, ça alors, c'est elle, c'est la mère. Ah oui, donc vous C'était l'aviez une déjà. évidence. Ouais, c'est tout de suite venu. C'est particulier cette magie comme ça de création, comme ça de choses qu'on ressent et puis qui Instinctivement. doit se coucher sur le papier. Mais il faut dire que je lui avais déjà tellement parlé des personnages que Oui. j'avais l'impression, il les connaissait déjà. Et je dis toujours, on dirait qu'il se baladait dans ma tête, tellement il savait bien comment je voyais les filles, leur mère, l'oncle, la tante. Oui. Tous ces personnages étaient tellement imprégnés que je lui ai tellement passé que quand ils sont sortis, ben, c'était eux. Il n'y avait pas à hésiter, c'était vraiment eux, quoi. Il y a juste une hésitation sur la couleur des cheveux des filles. Ouais. Et au départ, les cheveux étaient noirs, jais, un beau contraste avec le gris et le rouge. Et finalement, en cours de route, je suis reparti sur l'idée de plus vers le blanc. Donc c'est un blond un peu pour vraiment chercher une identité des filles assez intrigante. Et ma référence, c'était un peu le village des damnés. Voilà, j'allais vous en parler. Avec les personnages. Moi, c'est une image qui m'a toujours frappé avant de voir le film, où ils ont l'air angéliques. Et en même temps, il y a ce paradoxe comme ça de cet angélisme et puis de ce côté un peu étrange. Il y a aussi la petite fille dans Poltergeist, Ouais, qui a aussi qui a été aussi une référence. Mais c'est vrai que le thème du jumeau dans les récits, dans les polars, dans les récits d'horreur même parfois, c'est un thème qui revient assez régulièrement. Le premier exemple qui me vient là, par exemple, c'est les deux petites filles, les deux jumelles dans Shining. Bon, évidemment, on n'est pas dans du Shining dans votre histoire, bien entendu, mais il y a quelque chose qui revient parfois. Est-ce que ça s'est aussi un petit peu imposé à vous, cette thématique des jumeaux, de la dualité Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous aviez envie de jouer, qui vous... Oui, c'est toujours intriguant, je trouve. Quand on voit des jumeaux, on a toujours tendance à les regarder comme s'ils étaient des extraterrestres. Et je sais pas, ils dégagent quelque chose on se pose toujours des questions sur eux. Et donc oui, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, que ce soit en plus des jumelles. Oui. Et puis, je pense qu'il y a aussi toute la thématique du couple, du duo, de l'alter ego, de la complicité, comment deux personnes ensemble peuvent s'entendre, pourquoi elles s'entendent aussi. C'est vrai que c'est une grande question, cette complicité. Et bon, après, sans rien dévoiler, il y a pas mal de choses comme ça qui se dévoilent dans l'album. Un peu métaphorique comme ça, mais justement sur la force de deux personnes qui sont pas identiques, certainement pas, mais qui peuvent se ressembler très fort. Ouais, c'est ça. En tout cas, la relation qui existe entre les deux jumelles, telle que vous la décrivez est vraiment très 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 forte, très intéressante. C'est pour ça que on a proposé cet album en disant que c'était un polar, mais finalement, est-ce que c'en est vraiment un ? Est-ce que c'est vraiment un polar ? Pour moi, c'est Plutôt- un drame psychologique, familial. Oui, ça, voilà. Un drame psychologique familial, c'est le bon terme.
oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers que vous avez rencontrés en tant qu'autrice et en tant qu'auteur, du coup, dessinateur, au moment de la mise en place des relations, des différentes relations? Donc, pour rappel, et sans trop en dévoiler, il y a donc la relation entre les deux sœurs, la relation entre les sœurs et la mère, la relation entre les sœurs et leur oncle et leur tante. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers qui se sont présentés à vous à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont semblé plus difficiles, même émotionnellement, à mettre en place ou pas? Non. Moi, personnellement, non. C'était le cheminement normal pour moi de l'histoire. C'est celle que je voulais raconter, donc j'avais pas de difficulté à le faire, puisque c'était exactement ça que j'aspirais. Donc, oui, non, Moi, j'étais assez étonné de voir comment elle a réussi à rythmer avec une facilité déconcertante l'agencement des chapitres, le côté crescendo, la façon dont on va vers le moment important de l'album, le moment dont tous les lecteurs attendent le dévoilement. Moi, je savais, il y a un moment assez particulier dans l'album qui est le point de vue de l'oncle. Hein, Oui, tout à fait. parce que vous parliez de l'oncle qui joue avec son épouse un rôle super important pour les filles. Il y a ce point de vue-là qui est dévoilé par un carnet qu'il a écrit à un certain moment. Et c'est vrai que pendant toute la réalisation de la première partie, je me demandais comment j'allais réaliser ce carnet. Il fallait trouver quelque chose de graphique, quelque chose de visuel qui joue justement sur l'écrit et sur les images. Et quelles images justement, quelles images j'allais choisir. Et l'autre moment qui pour moi était un moment hyper important, c'est le jour de Noël, le moment qu'on attend. Comment montrer les choses pour qu'elles soient justes. Et moi, quand je dessine une histoire, c'est vrai que c'est le dessin qui va rendre les émotions, c'est le dessin qui vient au service du texte, mais il faut une justesse et on doit choisir chaque fois la bonne case. Et là, il ne faut pas se tromper. Et non, parce que c'est vrai qu'après, le moindre petit truc fait que le... Oui, voilà, si on en met trop, ben ça peut devenir grand guignol. Si on n'en met pas assez, les émotions ne passent pas. Donc il y a vraiment quelque chose à calibrer qui est induit par le découpage, par le texte du scénario. Mais là, il faut encore choisir le bon cadrage. Et là, on a vraiment travaillé la fin de l'histoire. On se rappelle très bien l'endroit où il y avait ce jeu de ping-pong comme ça qui était vraiment super, où j'avais travaillé un premier découpage, puis elle m'avait fait changer certaines choses, puis elle a rechangé certains dialogues. Et c'est ça, l'ajustement là, ça c'est des moments quand on arrive à trouver le bon tempo, ça c'est des moments de bonheur, quoi. J'imagine bien. Mais alors, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont retrouvées changées par rapport à ce que vous aviez en tête de base au moment où vous avez commencé à travailler avec Olivier? Ou bien est-ce qu'au contraire, même vous, peut-être qu'il y a des choses que vous aviez déjà plus ou moins en tête, des a priori que vous aviez par rapport à ce que vous alliez dessiner, qui ont été changées grâce à l'apport de Sylvie? Moi, j'avais une idée au départ, c'était, je sentais dans Sylvie un peu moins, je sentais dans son récit le côté conte moderne. Ouais. Et donc, bon, c'est vrai qu'elle avait amené l'idée de la belle-mère de Blanche-Neige, Voilà, qu'on retrouve comme référence aussi aux histoires que la tante raconte quand elles sont toutes petites. Il y avait vraiment des résonances comme ça dans l'album qui sont intéressantes. Et voilà, moi j'aimais bien cette idée-là, l'idée que finalement, on parlait de drame psychologique familial, et c'est vrai qu'il y a un côté conte moderne aussi. Ok, très bien. Ouais, c'est vrai, j'attendais une suite. Mais du coup, de votre côté, comme le disait tout à l'heure Olivier, le bouquin, l'histoire est tellement bien rythmée, tellement bien écrite, et tellement cohérente, et pour arriver, comme vous disiez tout à l'heure, à cette espèce de point d'orgue à la fin, qui est très très bien ficelé à mon sens. Vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai quand même. Vous écriviez déjà peut-être avant pour vous. Oui, j'écrivais pour moi, mais je veux dire, je ne m'attendais pas non plus à réaliser ça comme ça. Et c'est vrai que je suis super contente parce que j'ai des très très bons retours et que les gens sont assez étonnés. Mais effectivement, ça s'est mis comme ça, je dis comme vous saute un puzzle ou comme un tricot qu'on fait. Et puis maille par maille, on le construit. Quand on fait un trou dans la maille, on recommence une ligne. Et je l'ai vraiment fait comme ça, mais j'ai pas l'impression que c'était difficile à réaliser.
mais ça prenait du temps. Ouais. Donc mais j'avais le temps, donc c'était pas un problème. Après, une fois que c'était en place, je suis revenue sur très très peu de choses. Parfois un dialogue, ou parfois parce qu'évidemment le temps a passé, donc et j'ai continué à écrire d'autres choses. Et donc parfois je revenais sur un dialogue en me disant oui, là c'est un peu mou, ou c'est un peu moins bon, ou c'est moins littéraire. Mais sinon, j'étais pratiquement toujours en accord avec moi-même, je dirais. Et donc, non, ça m'a pas paru si compliqué que ça de tricoter tout ça, en fait. Mais est-ce que vous avez eu du coup des sources d'inspiration précises par rapport à cette histoire particulière, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a donné envie de... Mais peut-être déjà le fait de travailler en gynécologie. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes. Jamais cette personne-là, je ne Merci. la connais pas. Mais d'écouter les femmes, de les entendre aussi, parce que je dis souvent, toute maternité n'est pas aussi évidente que ça. Un enfant n'arrive pas toujours au bon moment dans une vie. Et donc, ça, j'ai su peut-être le transformer, l'écouter chez certaines patientes qui se disaient, c'est pas maintenant que j'aurais été le plus apte à être maman, et ça me gêne un peu, mais elles osent pas le dire vraiment. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que je voulais aussi faire passer dans l'album, c'est que c'est un problème un peu sociétal aussi, dont on ne parle pas encore, ou en tout cas c'est encore assez tabou, quoi. Ouais. On est censé, si on a un enfant, on est censé l'aimer et lui donner le meilleur. Oui. Mais malheureusement, il y a des foyers où c'est pas comme ça. Oui, du coup, ce qui est très intéressant aussi dans cet album, c'est justement les moments de conflit, les moments de tension. Bon, j'en ai évidemment en tête que je ne vais pas dévoiler pour nos spectateurs qui nous regardent, mais comment est-ce qu'on met en scène justement ces moments beaucoup plus nerveux, ces moments où la mère lâche tout son ressenti très négatif à l'égard de ses filles. Comment est-ce qu'on parvient à mettre ce genre de scène en image? D'abord, je suis son découpage déjà. Ouais. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a une scène importante qui se passe dans un appartement, Ouais, c'est ça. qui est pas un énorme appartement. Donc moi, je dois, comme un réalisateur, bien avoir en tête les quatre murs de chaque pièce et réfléchir aussi à la façon dont les acteurs vont se déplacer. Donc la cuisine par rapport à la salle à manger, par rapport au salon, par rapport au hall d'entrée, toutes les pièces sont positionnées parce que je sais que je vais avoir des prises de vue importantes et donc c'est intéressant par exemple si je veux avoir en même temps une prise de vue sur la salle à manger quand elles sont à table et en même temps d'avoir en arrière-plan un point de vue sur un des personnages qui se trouve dans la cuisine. Et voilà, tout ça doit être réfléchi avant. À partir du moment où le décor est positionné et que je sais quels sont les axes de vue, mais automatiquement, je vais pouvoir jouer avec ces points de vue-là comme si je mettais une caméra dans l'espace. Et de jouer avec l'alternance des plans, les champs contre champs, mais c'est pas la même chose qu'au cinéma. Ouais, Hein, c'est vraiment une autre organisation puisqu'il y a l'idée de la page qui s'organise, alors qu'au cinéma on a une image fixe, point à la ligne. Mais voilà, c'est un peu ça qui fait. Et alors l'idée c'est d'avoir vraiment des plans variés pour justement jouer sur le jeu des dialogues et des interactions entre les personnages, quoi. Et ce qui marque aussi, c'est le contraste qu'on peut avoir justement entre les scènes plus nerveuses, entre guillemets, et les scènes beaucoup plus calmes. Là, je pense évidemment aux scènes avec l'oncle. Il y a notamment une scène où les jumelles sont à la mer oui, c'est ça. Et cette scène est vraiment très très belle, très très douce, très très poétique. Comment est-ce qu'on amène justement ce genre de scène? Est-ce que c'est important pour vous de mettre ce genre de respiration dans un récit qui est très très dur émotionnellement parlant, tant en tant qu'autrice qu'en tant que dessinateur? Oui, mais là, c'est vrai qu'Olivier, à un moment, il m'a dit... Enfin, il y avait la scène du Touquet, mais Ouais. peut-être pas aussi longue qu'elle n'est. Et Olivier a eu très envie de l'étoffer plus, de prendre plus de place, parce qu'il me disait, il faut vraiment une respiration, il faut pour le lecteur et pour tout, il faut... et donc, il s'est bien amusé à ce moment-là à faire les filles qui s'amusent sur la plage et qui font des ballons, et on sent de nouveau une joie dans ces petites filles, parce que finalement, autrement, c'est assez sombre. Et c'est vrai que c'était important qu'ils redonnent ce dynamisme de dire, tout n'est pas noir, elles ont quand même aussi des bons moments à vivre, quoi.
Et ça, il y tenait beaucoup. Et pour moi, c'est naturel, hein. À partir du moment, c'est le même pour Sylvie, on est dans l'histoire, mais on est avec les personnages. Ils sont autour de nous, on les sent vivre. Et l'intérêt d'un roman graphique, c'est qu'il n'y a pas une pagination qui est définie. Et donc, à un certain moment, ben, elles vivent par elles-mêmes. Ouais. Et le chouette contraste, évidemment, c'est de les voir, bah, d'une part à Paris, avec la mer, dans un climat assez anxiogène, et puis de les voir en bord de mer, avec l'oncle et la tante, au soleil, en vacances, et la respiration, on les voit partir sur la route en chantant du Pierre Perret, et tous les quatre en chœur. Et donc moi je suis embarqué dans ce voyage-là, je suis avec elles en vacances, et donc elles font des grimaces, elles se déguisent, elles font des pirouettes sur la plage, et ça renforce, si on veut, le côté anxiogène et le rapport difficile qui est avec la mer. Je crois que quand on passe de l'un à l'autre et puis quand on revient avec la mer, on revient plus de la même manière. Ah oui. Et le lecteur, il a pris du plaisir aussi à les voir rire, à les voir s'améuser. Puis, ah, mais elles reviennent à Paris, Ouais, elles vont c'est se ça. retrouver chez la mer. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui C'est va une se espèce passer de rabat-joie qui. Voilà, Voilà, c'est c'est ça. c'est exactement comme ça que je l'ai ressenti à la lecture aussi. Pourquoi avoir choisi Paris justement comme ville dans laquelle se déroule l'action? Bah, déjà parce que c'est une ville magnifique et visuelle. Rien que l'entrée de jeu, on est tout de suite sur les toits de Paris, c'est juste merveilleux. Et puis pour une autre raison que je ne peux pas trop dévoiler non plus, scénaristique, il se passe un événement qui ne pouvait se situer que là et à cette époque-là. Voilà, mais ça, je ne vais pas... D'accord. Ah oui, ça c'est bien, tu dis tout sans rien dire. C'est très bien, c'est très très bien. Et en fait, oui, Je fais comme ça. on pourrait dire, ça devait se passer, oui, ça aurait pu se passer ailleurs, mais vraiment Paris était Puis c'est une grande ville aussi, donc ça a peut-être son importance aussi par rapport à la population, mais en effet par rapport à un endroit particulier. Mais justement, du coup, vous m'amenez à ma question suivante, parce que c'est vrai que cette histoire se passe majoritairement en flashback. Donc, on suit les deux petites filles dans les années 80, si je ne m'abuse, quand elles sont enfants, puis les années 90 où elles grandissent. Mais le début de l'histoire commence en 2006. Alors, est-ce que vous Pourquoi pouvez... Voilà, 2006? pourquoi 2006? Est-ce que c'est justement par rapport à la région que vous évoquez qu'on n'a pas trop Il y a- le droit de... En partie, bon, ça, fatalement, il y a cette partie scénaristique-là. Et alors, il y a aussi, bon, vous avez vu qu'il y a Amy Winehouse Ben voilà, qui j'allais y venir, intervient. ouais, tout à fait. Et donc, il ne fallait évidemment pas que je parle de ce morceau s'il n'avait pas déjà existé. Donc, j'ai dû revoir toutes mes dates en fonction de ça. Et donc, j'ai vraiment changé toutes les dates en fonction Ah de ce ouais. morceau de musique parce que- j'y tenais absolument. Mhm. Et c'était une évidence. Je devais le mettre dans l'album, mais je devais faire attention qu'elle ait effectivement fait ce tube à ce moment-là. Autrement, c'était pas possible, quoi. Moi, je crois qu'au départ, c'était 2008, quelque chose comme ça. Hein, Oui, mais c'était et déjà- en 2008, après, on s'est rendu compte. Ou non, c'était plus tôt. Non, je sais c'était plus plus tôt, maintenant. ça n'existait pas Ah oui, c'est ça, encore. c'était plus Oui. tôt. Ça Et n'existait le morceau n'existait pas. Et donc, Voilà, on a reculé donc un il peu. fallait Voilà. reculer un Ça, peu moi, les c'était événements. 2004 ou 2005. Et donc, on a reculé un petit peu. Mais voilà, il faut ajuster ça. Et puis, moi, je trouve que c'est bien de remettre aussi le lecteur à un moment. Enfin, voilà, quand on lira cet album dans 10 ans, ben voilà, cette histoire-là, elle s'est passée. C'est peut-être ce qui fait aussi que certaines personnes nous demandent si c'est une histoire vraie ou si ça a existé. Ça donne peut-être aussi de la crédibilité en plus. Oui, et puis un petit côté intemporel aussi. Mhm. Vous ne jouez pas sur les nouvelles technologies, sur Ah les- non, ouais. sur l'utilisation de Ça, ouais, smartphones ou ouais. quoi, machin, qui peut peut-être parfois biaiser un peu la manière Au dont... contraire, elles sont encore au téléphone, Voilà, c'est ça, exactement. C'est vrai que c'est avec le fil et tout. Oui, oui, c'est vrai. Avec le film. Mais c'est vrai que c'est important, ce côté intemporel, parce que moi, j'apprécierais que dans 10 ans, on puisse le lire, recevoir les mêmes émotions, parce que ce que Sylvie a transmis dans cette histoire, c'est des émotions intemporelles, c'est quelque chose qui voilà, traverse le temps. Et du coup, les années 80, c'était une période que vous avez aimé revisiter, tant à l'écrit qu'au dessin? Ah, moi, je l'avais revisité avec La femme accident, Ouais. un peu plus. Donc ici moi, j'étais pas vraiment dans les années 80 nécessairement. Avec La femme accident, il y avait pas mal de choses que je distillais dans des décors. Une adolescente qui décore sa chambre avec une affiche des Cure ou d'un film de Alan Parker, Ouais. Birdie, et des choses comme ça. Et ça, là, il y avait un plaisir aussi, la façon dont elle s'habille. Ici, peut-être un peu moins, c'est moins présent. Il fallait pas non plus jouer sur trop de plans différents.
Ouais, c'est la psychologie des personnages qui était mise en avant plus que... Enfin, même si les décors sont magnifiques, c'était quand même la psychologie qui devait être la plus forte dans l'histoire, quoi. Ok, mais justement, de psychologie, on en parle avec cette relation qui est très très forte entre les deux petites filles donc, qui vont être amenées à grandir, forcément comme nous tous. C'était important pour vous de raconter cette histoire justement de femmes, d'autant plus en 2021, où justement la parole des femmes se libère de plus en plus, où elles prennent de plus en plus d'importance sur le plan médiatique, culturel et autres. Oui, aussi, bien sûr. Je crois que justement, comme je disais tout à l'heure, ce problème sociétal, c'est aussi quelque chose dont il fallait parler par le biais d'une bande dessinée et ne pas croire que tout est toujours idyllique au niveau de la maternité. Et je pense que ça, c'était quand même, oui, quelque chose que j'avais envie de mettre en avant. Donc ça va être justement de nouveau de l'importance de mettre ce thème de la maternité Oui. en avant. Et pourquoi du coup avoir choisi à ce point de faire une maternité si dure finalement, si difficile à vivre Je parle à la fois à l'autrice et aux co-dessinateurs aussi, parce que c'est vrai que ça doit être un défi de représenter une mère qui n'est pas du tout aimante vis-à-vis de ces petites filles, encore une fois, sans trop en dévoiler. Ouais, c'est un des éléments qui articule justement, c'est comme l'effet de domino, quoi. Il y a toute une série d'éléments dans l'histoire de Cécilia qui vont faire que. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée de la thématique. Il y a plusieurs thématiques, mais il y a notamment l'idée du traumatisme, quoi, Ouais. et d'où vient le traumatisme. Pour revenir au personnage principal, Fanny, qui à un certain moment va péter un câble, mais pourquoi et pourquoi ça arrive et tout ça est expliqué dans l'album, quelque part peut-être entre les cases, en filigrane, mais il y a tout ce schéma-là, et c'est vrai que le traumatisme, c'est quelque chose qui s'installe un peu malgré soi peut-être, en l'occurrence durant l'enfance, et puis on l'oublie, peut-être que les filles quand elles deviennent adolescentes, elles échappent un peu à cette emprise de la mère, mais à un certain moment, il faut juste un élément pour que ça ressurgisse, Ça revienne. que ça revienne et que ça déclenche quelque chose voilà, de dramatique. Est-ce qu'il y a eu des faits divers particuliers que vous aviez justement en tête au moment de la rédaction de cette histoire? Des choses qui vous ont malheureusement du coup inspiré Non, pas spécialement. spécialement, Je mais- crois que des faits divers, malheureusement, Ouais. il y en a tous les jours et Mhm. tout le temps. Et donc, est-ce que inconsciemment, oui, ça vient un petit peu dans la tête, mais j'en avais pas un spécialement en tête à ce moment-là. C'était... Et comme on travaillait ensemble et vraiment avec ce jeu de ping-pong, c'est vrai qu'on discutait souvent Ouais. de l'au-delà de l'histoire, de ce que des personnages et de leur crédibilité par rapport, en effet, à des événements réels qu'on n'a plus en mémoire maintenant. Mais c'est vrai qu'on faisait des rapprochements en se disant oui, c'est vrai que là c'est juste parce que on se rend compte que ça Oui. se passe comme ça, quoi. Alors, on parle beaucoup de Cécilia, de la mère. On a un petit peu parlé de l'oncle et de la tante. Il y a une figure qui n'apparaît pas beaucoup dans cet ouvrage, mais qui est quand même très importante et qui est primordiale, c'est la figure du père. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de cette figure du père? Le père absent, quoi. C'est Comment est-ce que vraiment justement on le met en place? Comment est-ce qu'on l'imagine, ce père à proprement parler? C'est un peu, finalement, c'est un peu, entre guillemets, à cause de lui que tout se passe. Hein, il est un peu le personnage qu'on ne voit pas, pratiquement pas, et qui finalement, c'est un rouage hyper important. Si lui n'avait pas fait ça, Cécilia n'aurait pas réagi comme ça, et elle aurait sûrement pas été comme ça avec ses filles. Enfin bon, donc c'est vraiment une machine qui se met en route, et finalement, Ralph est vraiment un maillon très très important. Et c'est vrai que c'est rare qu'on nous parle de Ralph parce qu'il passe presque inaperçu Alors que puisqu'il n'est pourtant, pas là. oui, Et en même temps, on va dire un peu, tout est de sa faute. c'est ça, mais du coup, C'est même, pas gentil, mais c'est quand même comme ça. et du coup, même graphiquement, comment est-ce qu'on imagine ce personnage qui, finalement, donne l'impression de ne pas avoir d'importance dans le récit, alors que, comme vous le dites très justement, il a une importance capitale même. Mais c'est vrai, c'est un peu comme les personnages secondaires. On pourrait croire que le dessinateur, bon, c'est un personnage qui va pas durer longtemps, donc on le dessine vite, Mm. comme ça. Ici, c'est pas un personnage secondaire, hein, bien sûr, mais c'est un personnage qui apparaît très peu, qu'on voit très peu. Et pourtant, j'ai quand même fait pas mal de croquis. Et c'est contrairement Peut-être à, celui sur lequel tu as le plus cherché. je pense. Il a eu plusieurs physionomies finalement.
parce que moi je le voyais pas vraiment comme il l'a fait. Mhm. Et puis c'est peut-être hein, le personnage le plus recherché Oui, de oui, l'histoire. oui, oui. Parce qu'il Et faut en même temps qu'il ait un charisme. Bah oui, c'est ça. Il devait avoir aussi, oui, la tête de l'emploi, quoi. Pour séduire une femme aussi forte que Cécilia, Voilà, en c'était plus. nécessaire. ouais, autant Cécilia, elle est venue au premier coup de crayon sur le petit Ouais. découpage que j'avais fait. Quand je suis arrivé sur Ralph, oui, je savais pas très bien comment. Et c'est vrai que là, je dois rechercher toute sa psychologie qui n'est pas écrite. Ah oui, donc Et réécrire donc, l'histoire. pas me réinventer l'histoire, mais en tout cas l'imaginer. Et au final, ces séquences de flashback, quand on voit Ralph, ce sont parmi les pages que je préfère dans l'album. Bah oui, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Ouais, c'est parce que peut-être que je me suis dit, là, il faut pas que je rate mon coup, et donc, voilà, après, on ne décide pas de tout. Non, bien évidemment. Et ce pauvre Thibaut dans l'histoire. Donc le Oh, compagnon de Fanny qui, dès le départ, bah, du coup, se retrouve embarqué bien malgré lui dans cette situation. Comment est-ce qu'il est arrivé ce personnage? Parce que c'est vrai que finalement, Fanny aurait pu être célibataire à Paris en 2006 et recevoir sa sœur, sa mère. Pourquoi est-ce qu'il vous a semblé intéressant d'amener ce personnage dès le début du récit, qu'on voit finalement très peu par la suite? oui, bah, il faut démarrer quelque part une histoire et je trouve que c'était bien justement de ne pas le prendre frontalement avec tout de suite Fanny et qui allait la découvrir. Bon, il fallait une romance aussi et Mhm. comme ça, bon ben. C'était toujours ces ingrédients de mettre un peu de douceur avec un peu de difficulté, et puis de nouveau de la douceur et de la difficulté. Donc fatalement, elle n'était pas la pauvre fille dans son appartement toute seule avec sa méchante mère et tout qui va mal et c'est la catastrophe. Non, elle avait quand même une vie normale, d'une fille normale de son âge, avec un homme qu'elle aime. Et malheureusement, ce soir-là, ben, pas de chance, il est de garde à l'hôpital. Encore une fois, si il était là, peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça se serait calmé. Il aurait peut-être su dire, et les filles, on se calme un peu, on arrête, on souffle. Mhm. Mais bon, voilà, c'est ça les rouages du scénario, c'est aussi de se dire, bon, je vais prendre tel élément pour le mettre avec tel élément, et pour ne pas non plus noircir complètement le tableau. C'est pas Les Misérables, quoi. Non, bien sûr. On n'est pas dans l'histoire des Misérables, on est vraiment dans une histoire qui pourrait nous arriver à tous, enfin, j'espère pas. Espérons. Oui, c'est ça, mais- En tout cas, c'est quand même quelque chose où on peut justement s'identifier et, euh, et le côté humain, quoi. Se dire, bah, Fanny est une fille comme les autres, qui a un parcours comme les autres. Parce que je me rends compte maintenant, quand je vais en dédicace, que beaucoup de gens me disent oh là là, j'ai ressenti ma mère, j'ai ressenti ma grand-mère, j'ai ressenti ma belle-mère. Donc c'est fou, comme Cécilia est un personnage qui marque les esprits, et comme Fanny pourrait être la fille de beaucoup de Céciliens. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Fanny a ce côté très pure finalement, très douce, Ah oui, très réservée. Et c'est d'autant plus intéressant quand vous la dessinez après le visage recouvert de sang dès le début de l'histoire. Ça vous semblait du coup intéressant de jouer sur, encore, on a peut-être déjà partiellement répondu à cette question, mais de jouer sur ce côté angélique et sur ces contrastes très très forts, parce que vous les mettez dans des situations qui ne sont pas évidentes à vivre. Oui, et alors il faut pas tomber dans les clichés Non ou plus. dans le côté trop stéréotypé. Donc il faut. Et là, on reparle du sang au début de l'histoire. Là, j'ai eu beaucoup de mal. D'ailleurs, les planches sont restées sans sans le sang. sang Ah ouais? pendant C'est vrai des mois et des mois parce que j'avais peur. De mettre... Il fallait, voilà, c'est pas, ça doit pas être une scène gore. Voilà, et donc il fallait y aller en douceur Mhm. sur cet élément. Avec subtilité, Avec quoi. subtilité, Pas parce faire que des grosses taches. voilà, c'est une harmonie enfin bon. Mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est vrai que en même temps, c'est une famille comme toutes les autres, c'est une famille aisée, et en effet, il fallait pas tomber dans ce côté misérabiliste. Le compagnon de Fanny est médecin aussi, Mhm. et c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette famille qui est déjà bien établie, hein, comme je disais, avec le processus du traumatisme Ouais. qui ressurgit au moment où on s'y attend le moins. Alors, on a beaucoup parlé de ce qui a fonctionné dans votre collaboration. Ce qui a fonctionné, de toute évidence, c'est le résultat et la qualité de l'ouvrage. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui a été un peu plus compliqué? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes retrouvés, si on peut évidemment en parler, hein, mais des moments dans lesquels vous vous êtes retrouvés
Mais ce qui est Je pense à la même chose que moi. ce qui est C'est compliqué, un événement précis. c'est que comme on vit ensemble et que je ne prends pas de rendez-vous pour rentrer dans son atelier, donc ça c'est compliqué, c'est que j'arrive, boum boum, j'ouvre la porte, je suis là et je viens tout de suite dire «Oh mais attends, ça ne va pas du tout». Et donc ça c'est un peu compliqué parce que d'habitude quand il est avec un autre scénariste, ben, le scénariste prend son rendez-vous, il lui dit «Ok Olivier, je viendrai voir tes planches tel jour à telle heure», et il ne débarque pas comme ça à tout le moment dans l'atelier en pointant du doigt tout ce qui ne va pas. Donc ça, pour lui, c'était peut-être un peu compliqué de me voir débarquer et sans prendre de pincettes et de lui sauter sur le dos en lui disant... Et c'est du 24h24 aussi. Donc, c'est qu'on soit au restaurant, enfin, quand on pouvait, maintenant, on va peut-être pouvoir de nouveau, mais que ce soit restaurant ou autre chose, ou des vacances, eh bien, ça fait partie de la vie. On ne faisait plus rien sans parler de ça. Et d'ailleurs, on en est encore à ça pour le moment. Ça fait partie de notre vie maintenant, ceci. Cette histoire a du mal à vous laisser, à vous abandonner. Vous avez du mal à la lâcher. Parce qu'on le veut bien, on n'a pas envie de la lâcher. Elle continue à nous faire du bien. Voilà. Mais je ne pensais pas la même chose Voilà. par rapport à votre question. Le souvenir comme ça, à brûle-pourpoint, c'est la couverture. Ah oui. Et alors, une petite histoire, sans être trop long, c'est qu'au départ, le titre que Sylvie avait choisi, c'était La Fée Paradoxe. Okay. Et en cours de route, bon, l'éditeur n'était pas super convaincu de l'effet, sans doute commercial. Ça, c'est le côté éditorial. Et donc, il a remis un peu en question ce titre. Sylvie a tout de suite rebondi avec La Fée Assassine. Mais du coup, le visuel de couverture a changé. Et donc, la couverture avec La Fée Paradoxe était établie dès le départ. Et on était sûr de ce visuel-là. Je l'ai dessiné. Et puis, on a chipoté après en changeant le titre. Et finalement, je suis arrivé sur cette couverture qui était tellement différente de la première. La première, c'était simplement les jumelles. Donc, il y avait ce côté de la promesse de ce que l'histoire va raconter, l'histoire de deux jumelles et de ce que les jumelles peuvent aussi avoir comme impact graphique et visuel, quoi. Et donc, quand je suis arrivé sur ce plan-là, c'est un plan que Sylvie a choisi à un certain moment où j'étais... Parce que c'est un moment métaphorique dans l'histoire. L'histoire de la piscine, c'est la métaphore du personnage qui coule, qui n'arrive plus à respirer. Il y a cette bulle de sang qui sort, comme s'il y avait des choses qui devaient être dites, qui doivent sortir, mais qui n'arrivent pas à sortir, ou qui sortent mal, en l'occurrence. Et donc, ça a été un moment de travail, mais on en est ravis. Oui, mais on n'était pas en conflit. Nous, on n'était pas en conflit. Parce que c'était ça la question. Est-ce qu'il y avait des moments Non, c'était s'il y avait eu un moment difficile. Voilà. Difficile, ah oui. Ce moment difficile, on l'a partagé. De faire accepter la couverture. Et alors, on a dû quand même 3 semaines s'imposer pour que la couverture soit acceptée. Et on est vraiment ravis de ce visuel-là. Parce qu'au final, effectivement, pour un mieux, parce que peut-être que de voir directement les jumelles en couverture, ça pourrait gâcher un élément de surprise pour le lecteur ou la lectrice. Non, mais celle-ci, maintenant, on était convaincus que c'était la bonne et je trouve qu'elle a un impact qui est vraiment super. C'est vrai qu'elle est un peu en décalage avec le contenu parce que c'est juste un moment et que c'est une métaphore. Oui, tout à fait. Donc, il faut le temps de ressentir cette idée. Moi, je suis très content d'avoir une couverture qui est une métaphore de l'histoire. Alors, une dernière question et on terminera avec celle-ci. Donc, du coup, La Fée Assassine a très bien fonctionné. En tout cas, on voit que l'alchimie a très bien pris entre vous deux. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la suite? Est-ce que vous comptez encore retravailler ensemble ou pas? Oui, j'espère bien. C'est ce qu'on dit toujours. Oui, bien sûr. Moi, j'ai déjà un nouveau roman graphique qui est totalement prêt, découpé, tout, qui l'attend dans un tiroir bien précis. Il sait où c'est, dans la maison, il peut y aller. Olivier, pour l'instant, il a une envie personnelle de faire un one-shot tout à fait seul. Et donc, voilà, je ne peux pas l'accaparer non plus, même si j'aimerais bien. Mais voilà, je pense qu'on reviendra vers quelque chose ensemble dès qu'il aura fait son projet en solo, quoi. Quand j'ai eu terminé l'écriture de La douceur de l'enfer, j'ai tout de suite enchaîné l'écriture d'un autre récit, puis un deuxième. Et ils sont restés là en plan pendant le temps que je termine Nicholas Koda, que je fasse le 13 Mystery. Et donc, normalement, après le 13 Mystery, j'allais commencer un des deux récits.
Et puis quand Sylvie est arrivée, j'ai pas pu dire non. Donc voilà, ça a été reculé. Et donc pour l'instant, je travaille là-dessus. Et il y a un autre album qui sortira fin de l'année. Mais je suis très fort en pensée sur le prochain récit en solo. Maintenant, c'est clair qu'on va y travailler tous les deux par après. Bah écoutez, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. En tout cas, Merci. on espère retrouver quelque chose d'aussi beau et d'aussi poignant que donc La Fée assassine aux éditions du Lombard. Apparemment, vous allez être en dédicace, je pense, si je ne me suis pas trompé, donc aujourd'hui même, c'est Oui. ça, à Bruxelles. Et Bruxelles, oui. Oui. Jusque quelle heure donc? De 17 à 18h30. Voilà, donc pour les personnes qui nous suivent en direct, vous Oui, pouvez ils retrouver peuvent venir nous donc, voir. Sylvie et Olivier chez Bruxelles, donc de 17 à 18h30. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces Merci à questions. vous. Merci pour ce magnifique ouvrage. Merci. Et merci du coup à vous de nous avoir suivis et à une prochaine fois pour une prochaine rencontre. Merci beaucoup. Merci à vous.